Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Xavier Pili, je suis professeur à l'université de Perpignan depuis maintenant 17 ans et je travaille au laboratoire Promesse CNRS, qui est un laboratoire qui est très connu ici, puisqu'en fait il est bilocalisé à Odéo depuis 42 ans maintenant, et sur Perpignan, et donc il est dédié à tout ce qui est énergie solaire sous concentration. Donc je ne suis pas du tout un spécialiste de l'eau, mais l'eau et l'énergie c'est quelque chose de très très lié. Et donc, l'objet de ma présentation, c'est plus de vous présenter un petit peu, à travers deux exemples phares, qu'il y a une réelle synergie entre l'énergie, l'eau et les déchets d'ailleurs, et que dans notre département, on a un potentiel historique et actuel qui sont tout à fait énormes dans le domaine. Donc, je vais vous parler de la production d'eau douce par voie solaire et la valorisation de déchets pour le stockage de l'énergie, ce qui a priori n'a absolument rien à voir. On verra qu'en fait, il y a une connexion. Alors d'abord un petit rappel sur donc, le potentiel d'eau qu'on a sur la Terre, parce qu'il faut mettre un petit peu en musique ces choses-là, et on verra que du coup, dès le départ, on est plutôt bien positionné à ce niveau-là. Donc sur Terre, l'eau salée représente 97,5% des ressources en eau, donc autant dire qu'il n'y a pas grand-chose comme eau douce, ça ne représente que 2,5% d'eau non salée, et sur ces 2,5%, 70% donc sont dans les glaciers. Bon, dans les PO, on n'a pas de glaciers, ça risque pas. Et donc le reste, donc à peu près 30% au niveau des eaux souterraines, on va revenir là-dessus. 0,8% en permafrost, on n'en a pas non plus. Et 0,4% correspondent aux eaux de surface et à tout ce qui est atmosphérique. Donc pour les eaux de surface, on a 67% de lacs. Donc nous, dans les PO, on a des ressources intéressantes à ce niveau-là. L'humidité du sol 12%, l'atmosphère 9,5%, et les rivières 1,6%. Donc ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que tout ce qui est haute surface atmosphérique qu'on a l'habitude de considérer comme nos ressources en eau douce ne représente très très peu d'eau sur le plan donc, terrestre. Et nos eaux souterraines qu'on a tendance à surexploiter en ce moment présentent 30% des 2,5%. Donc on est effectivement aujourd'hui sur des ressources qui sont extrêmement limitées. On parle beaucoup de l'énergie en ce moment depuis une dizaine d'années, tant mieux pour moi. Mais j'ai beaucoup de collègues qui tirent la sonnette d'alarme depuis plus de 30 ans sur l'eau, et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Alors, je vais un petit peu vite. Il faut rappeler effectivement qu'on a le cycle de l'eau, parce que par rapport à cet énorme potentiel d'eau salée, on peut en tirer de l'eau douce, c'est ce que fait la nature, et on reviendra dessus après, par un processus d'évaporation-condensation. On a une séparation de l'eau et du sel qui se fait de manière tout à fait naturelle, avec un effet de filtration au niveau du sol. Alors, quelle est la situation de l'usage de l'eau en Europe, en France et dans notre région, dans notre sillon? Très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Au niveau de l'Europe, c'est assez amusant de regarder comment on utilise l'eau. Il faut remarquer que la plus grosse part, 32%, c'est pour refroidir les centrales électriques qui produisent de l'électricité, soit par des centrales nucléaires, soit par des centrales au charbon. Et en France, c'est 53%. Donc en France, 53% de l'eau est utilisée pour refroidir les centrales électriques. Ensuite, il y a un petit 30% pour l'agriculture, 14% pour l'usage domestique et public, et puis l'industrie n'utilise bien que 10%. Alors déjà, il faut essayer de réduire un petit peu les besoins en eau, c'est comme pour l'énergétique du bâtiment, on a un spécialiste ici, Régis Olives, qui vous dira avant d'essayer de trouver des nouveaux systèmes pour produire l'énergie, il faut réduire les besoins, là c'est pareil sur l'eau, on est d'accord là-dessus. Alors au niveau de français, ici vous avez la répartition des consommations en eau en litres par habitant, avec 3-4 niveaux de couleur. On voit que bien sûr dans le sud, on consomme quand même pas mal d'eau, on est dans les 150 à 200 litres par habitant par jour. Donc on est effectivement naturellement dans une zone qui utilise pas mal d'eau. Alors, tout à l'heure j'ai parlé des eaux souterraines. Effectivement, ici comme ailleurs, on a tendance à faire des forages. Et on a ici là un petit schéma sur l'évolution du nombre de forages qui sont réalisés chaque année. Forages déclarés, je ne parle pas de tous ceux qui ne sont pas déclarés, c'est encore plus important. Et on voit que fin des années 90, il y a eu une envolée du nombre de forages déclarés. Et donc il y a une mesure qui a été prise et qui a permis de stabiliser ces forages. Alors, ça représente un gros problème parce que ces ressources en eau souterraines, elles sont quand même limitées aussi. Et on observe effectivement que quand on suit l'évolution du niveau de ces eaux souterraines,
ça décroît dans en moyenne de 5 cm par an. Et le problème, c'est qu'on risque d'avoir des entrées d'eau salée, puisqu'on est en zone côtière, dans ces eaux souterraines, et donc de les polluer de manière irréversible. Bon, globalement, il y a une augmentation de 300% du nombre de forages en 30 ans, surtout en zone littorale, puisque notre population au niveau du tourisme est multipliée entre 7 et 20 l'été. Donc on a aussi cette grosse problématique qui tient au fait que nos besoins en eau ne sont pas réguliers sur l'année, loin de là. L'été fait plus chaud, mais c'est aussi parce qu'on a une population qui s'accroît de manière tout à fait considérable. Alors, bon, l'histoire entre l'eau salée et l'homme n'est pas nouvelle, hein, et très tôt, 400 ans avant Jésus-Christ, Aristote s'est intéressé à la question, et déjà, 400 ans avant Jésus-Christ, il a observé la nature, et il s'est rendu compte que par les processus du cycle de l'eau, évaporation, condensation, on pouvait séparer très simplement donc le sel et l'eau. En 200 ans avant Jésus-Christ, Alexandre d'Aphrodise a fait des écrits où il décrit donc des marins grecs qui prenaient de l'eau salée, de l'eau de mer, qui la faisaient bouillir. À l'orifice de la jarre, ils plaçaient une éponge pour récupérer donc, les vapeurs, et ensuite ils pressaient l'éponge pour avoir de l'eau douce. Donc il y a un processus là, de distillation d'eau de mer qui est extrêmement ancien. Bon, depuis, bien sûr, les gens ont travaillé, donc les chercheurs, les industriels, tout ça, et aujourd'hui on a des centrales de dessalement industrielles, donc, qui sont basées sur tout un tas de processus différents, soit par des processus thermiques de distillation, souvent subatmosphériques, soit des processus mécaniques de compression, ou des procédés membranaires, électrodialyse, osmose inverse, etc. Alors, ces procédés-là sont des procédés industriels qui sont tout à fait matures. Hein, pendant un demi-siècle, à chaque fois que le prix du baril de pétrole montait, les Émirats arabes passaient des commandes d'usines de dessalement, notamment français, donc on a fait des fortunes là-dessus. Ça marche très très bien. Le problème, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie, puisque aujourd'hui on a une production mondiale de 22 millions de mètres cubes par jour d'eau tirée du dessalement d'eau de mer, ce qui est considérable, mais ça consomme 203 millions de tonnes de pétrole par an, qui est l'équivalent de 2 fois la consommation française en pétrole annuelle. Donc c'est quand même pas rien. Et donc il y a 5 ans, on a été invité à Sharm el-Sheikh par les Émirats arabes à un grand colloque sur l'eau et le dessalement d'eau de mer, où ils nous ont dit le pétrole, vous en parlez beaucoup, mais sachez que d'ici peu de temps, nos courbes d'autoconsommation vont croiser nos courbes de production à cause du dessalement et de la clim. Et des pays comme le Koweït ont absolument zéro ressource en eau douce, par contre ils ont de l'eau salée, ils ont du désert et du soleil. Et donc ils nous ont dit il va falloir remettre au travail les gens du solaire pour nous faire du dessalement de mer sans consommer le pétrole. Donc là, le message était clair. Et donc, effectivement, on a fait un bilan, on a fait l'étude du coût énergétique de ces systèmes de dessalement. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi un impact environnemental énorme, parce que tous les procédés en question sont des procédés qui dessalent en partie l'eau de mer. Et donc, ils tirent de l'eau de mer, ils dessalent 10%, et rejettent en mer 90% de l'eau, pour éviter d'avoir à manipuler du sel cristallisé. Mais en fait, ils font de concentrer l'eau de mer. Et au passage, ils rajoutent des anti-moussants, des anti-corrosion, des anti-ceci, cela, et donc ils polluent au passage directement donc les environnements côtiers. Donc le cahier des charges pour les années 2000, c'est utiliser bien sûr les énergies renouvelables, et notamment le soleil, pour faire ce dessalement, et donc mettre au point des procédés à zéro rejet en mer au niveau des écosystèmes. Alors, depuis, on a travaillé, depuis 4-5 ans, et on a des concepts innovants en émergence qui consistent donc à utiliser des procédés solaires à concentration et de faire d'ailleurs de la cogénération, parce qu'on travaille à haute température et qu'on produit donc de l'eau douce et de l'électricité. Alors, quand je dis on produit, c'est sur le papier pour l'instant. Donc le concept est là, et les PO d'ailleurs sont des pionniers historiques dans le solaire à concentration, je le rappelle, et on reviendra tout à l'heure là-dessus, donc là aussi il y a une croisée un petit peu un retour en fait sur l'historique technologique. Donc on retourne sur les technologies de solaire à concentration qu'on a développées à DETMIS depuis 40 ans. Et là, les verrous technologiques principaux sur ces systèmes-là, c'est les matériaux, parce qu'avoir des matériaux qui fonctionnent à haute température en ambiance saline, aujourd'hui, c'est surtout des matériaux genre titane et compagnie qui coûtent très très cher. Très bonne transition sur le deuxième sujet qui a priori n'a rien à voir avec ça, c'est le stockage de l'énergie thermique. Alors, un petit clin d'œil sur le côté énergétique avec l'après-Thémis. Donc, vous connaissez tous Thémis, qui est donc une centrale électrosolaire pilote thermodynamique qui s'est développée début des années 80, donc à Targasson.
Et aujourd'hui, on en est où hein, donc 30 ans après 30 ans après, il y a à travers le monde tout un tas de centrales électrosolaires qui sont en construction ou construites déjà, comme la centrale électrosolaire d'Andasol en Espagne qui est en train de se répandre, donc clonée un petit peu partout sur le territoire espagnol, en Andalousie. Donc c'est des centrales de 50 MW électriques industrielles. La centrale Gema Solar qui a démarré en 2011 en Espagne, 20 MW électriques, une centrale industrielle, c'est un copier-coller de Témis, je précise. Et il démarre tout juste Crescent Dune aux USA, qui sera la plus grosse centrale industrielle du monde, 110 MW électriques, qui est aussi un copier-coller de Témis. Dans ces systèmes-là, si je prends par exemple le cas de Gema Solar, il y a 15 heures de stockage thermique pour faire tourner la centrale, 100% solaire, 24 heures sur 24. Donc là, les intermittences solaires, toutes ces choses-là, ça pose vraiment plus de problème. Le souci, c'est que pour le stockage thermique dans ces systèmes-là, on utilise du sel fondu, donc en fait c'est des sels de nitrate, ceux qu'on utilise comme engrais. Et si on considère en fait le développement industriel de ces systèmes tels qu'ils sont prévus par l'Agence nationale de l'énergie d'ici 2050, on consommerait plus de 70 fois la production mondiale de nitrate. Donc la voie est mature, mais cette brique-là qui est le stockage thermique et qui rend la technologie fiable, on a un verrou technologique sur en fait la disponibilité des matériaux. Alors la voie perpignanaise, parce qu'à Perpignan on a des idées quand même. Depuis 3 ans, laboratoire, on travaille sur d'autres types de matériaux qui sont des déchets issus de déchets industriels et qui se sont révélés être de très bons matériaux de stockage. Alors on travaille avec une société qui s'appelle Europlasma, qui est spécialisée sur l'inertage de déchets alimentés. Donc le déchet alimenté, sa dangerosité, c'est dû au caractère microfibreux du matériau. Donc ils font ça à 1400 degrés à coup de torche plasma et ils obtiennent en fait un matériau complètement inerte, une céramique qui ressemble à du basalte. Et l'avantage, c'est qu'on obtient un matériau sous forme d'une coulée, donc on peut directement fabriquer des échangeurs de chaleur. Donc on s'est intéressé à ces céramiques, on les a étudiées en laboratoire, et on s'est rendu compte qu'effectivement ce sont de très bons réfractaires industriels qui ont les propriétés équivalentes à des matériaux, par exemple fabriqués par Saint-Gobain. La différence, c'est qu'ils coûtent 1000 fois moins cher, ils coûtent 8 € la tonne, limite 8000 € la tonne, et ils présentent une ACV, une analyse de cycle de vie favorable, puisqu'en fait, on recycle un matériau en fin de cycle de vie. Alors, on a déjà étendu à d'autres déchets industriels cette approche-là, avec les cendres volantes d'usines d'incinération de déchets, et notamment ceux de Cals. On a ici le représentant de cette unité qui est tout à fait intéressante, qu'on a visité effectivement il y a 3 ans maintenant. On a pris des échantillons donc avec autorisation, et on a réalisé le même type de céramique. Et aussi donc avec des cendres volantes de centrales électriques au charbon. Donc là c'est intéressant aussi parce que ça montre que les procédés actuels de production d'électricité ont des déchets, on verra les tonnages tout à l'heure, qui s'ils sont recyclés permettent de mettre au point les matériaux de stockage pour les centrales électrosolaires de demain. Donc on rentre un peu dans un cercle vertueux. Et puis tous les laitiers sidérurgiques, donc là on travaille avec ArcelorMittal sur ces voies-là. Alors en termes de besoins et de gisements, si on regarde au niveau du solaire à concentration les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, on devrait construire de 630 à 1500 gigawatts électriques de centrales électrosolaires thermodynamiques d'ici 2050, soit entre 300 et 750 centrales type Andasol par an. On est incapable de le faire, on n'a pas les industriels pour, mais bon, imaginons que. Et auquel cas, on consommerait donc 70 fois la production mondiale de nitrate pour le stockage. Donc c'est totalement impossible. Alors c'est intéressant ces chiffres-là parce que nous, ça nous permet d'estimer les besoins en matériaux de stockage, entre 9 et 20 millions de tonnes par an de matériaux de stockage pour alimenter la filière. Si on regarde les déchets dont j'ai parlé, au cours du XXe siècle, on a utilisé 174 millions de tonnes d'amiante, donc à peu près 2 fois plus de déchets, 300 millions de tonnes. En France, chaque année, on extrait 250 000 tonnes de déchets alimentés, on n'en traite que 6 000, faute de débouchés. Aujourd'hui, c'est le problème, donc on va offrir un débouché à la filière. Au niveau des cendres volantes d'usines d'incinération, dans l'Europe des 15, c'est à peu près 1,6 million de tonnes par an, et pour Cals, à peu près 6600 tonnes par an, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a un vrai potentiel. Les cendres volantes de centrales au charbon, 42 millions de tonnes par an, c'est monstrueux. Dans l'Europe des 15, à l'échelle mondiale, c'est 500 millions de tonnes. Donc on est très au-dessus des besoins. Et les laitiers, au niveau de l'Europe et d'ArcelorMittal, 12,5 millions de tonnes par an. Donc on est sur des gisements qui sont colossaux et qui nous permettent d'ailleurs de se dire qu'on va pouvoir utiliser ces matériaux
pour d'autres procédés que les centrales électrosolaires. Donc aujourd'hui, on est en train de développer finalement toute une filière qui consiste à travailler sur les gisements de déchets à valoriser, développer des filières donc, de transformation de ces déchets par inertage pour produire des matériaux inertes, et ces matériaux inertes les mettre en forme pour réaliser des échangeurs stockeurs de l'énergie et alimenter ainsi les procédés énergétiques renouvelables. Et l'avantage d'utiliser ces matériaux comme matériaux de stockage, ça permet d'avoir un retour d'investissement énergétique par rapport au coût de la vitrification. Alors évidemment, comme on travaille nous en solaire concentré, on est en train aussi de commencer à penser à faire une vitrification solaire au niveau de ce système-là. Alors on a étudié donc, ces matériaux, juste 2-3 petits résultats pour vous montrer qu'en fait ces matériaux tout à fait étonnants, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit des matériaux aussi résistants, notamment au choc thermique. Donc là on se trouve à Odeio au 7e étage, on a des paraboles à axe vertical qui nous permettent en fait de soumettre ces matériaux-là à des chocs thermiques extrêmement violents. Hein, vous voyez qu'on est monté à 2500 degrés par minute de montée de chauffe en surface, c'est tout à fait monstrueux. Sous air jusqu'à 1200 degrés dans des ambiances extrêmement corrosives. Et c'est des matériaux qui, effectivement, se comportent très bien, ils sont d'excellents réfractaires et qui résistent donc à des conditions extrêmes. Alors d'où le retour à l'eau. La boucle est en train de se faire. Le problème qu'on a pour développer aujourd'hui notre concept de dessalement d'eau de mer à zéro rejet sous solaire concentré, c'est effectivement d'avoir des matériaux réfractaires qui résistent à des ambiances corrosives et des chocs thermiques importants et qui ne coûtent rien. C'est un peu difficile. Mais finalement, on les a. Alors bon, la difficulté, a priori, c'est de se dire j'utilise un déchet pour produire de l'eau. Là, ça fait un peu peur. Mais en fait, il suffit de reprendre un petit peu la recette de composition de ces céramiques issues de déchets pour éventuellement réaliser les mêmes par voie de synthèse. Alors maintenant, à nous de jouer. Quand je dis à nous, c'est à nous et à vous aussi, hein, donc aller avec la Fondation, puisque tout ce que je vous ai présenté, ce n'est pas des choses qui sont encore disponibles sur les étagères, mais plus effectivement des grands enjeux et puis des voies possibles de développement, où finalement les PO, on est très bien placés, puisqu'historiquement, on a complètement tous les outils pour le faire, et puis on a aussi des problématiques d'eau, et on a cette eau salée qui nous tend les bras donc, sur nos plages. Je vous remercie de votre attention. Très bien.